Et Hieronymus aurait voulu qu'on lui dise que cette machine, directement, cette chose réelle, était réellement efficace. Mais on voit dans cet exemple-là que Campbell avait bel et bien mis en pratique ou soutenait l'idée que l'on pouvait, par une représentation, avoir un effet ou avoir une cause qui était identique, si on peut dire, à son effet. Donc le neurone ou sa représentation, le neurone ou l'emblème, sont peut-être des choses tout à fait identiques. Et si nous revenons à l'hermétisme, comme M. Novello nous suggérait dans l'ouverture de ce propos, est-ce que l'emblème n'est pas le neurone miroir que l'on découvre aujourd'hui? N'est-il pas cette même chose qui était déjà employée par les herméticiens, la littérature cryptée une dernière chose, si vous voulez bien. Voyez-vous, qu'est-ce que l'on a dit en fait? C'est qu'en disant que Freud avait déjà exposé, décrit un système de neurones miroirs, et qu'ensuite, nous le savons, cette idée-là est partie dans d'effroyables coucheries psychiques sur les vivants et des choses comme ça. Mais il a bien oublié la matérialité des choses. Et puis, un siècle après, Freud c'est 1900, ou un petit peu avant, et avant 2000, on découvre les neurones miroirs. Qu'est-ce qui se passe quand par l'idée, par la spéculation symbolique et imaginaire, on décrit quelque chose, et quand on le découvre sous les microscopes, qu'est-ce qui se passe d'un temps, de ce premier temps, à l'autre? La psychanalyse nous suggère, je crois la comprendre comme ça, nous suggère que le deuxième c'est celui du refoulement de la scène originaire, de l'intuition originale. Il y a dans le freudisme une intuition, une pénétration de quelque chose qu'il nous aura fallu ensuite un siècle pour pouvoir l'instrumenter et finalement la refouler. De sorte que l'état actuel en 2013 de la science serait le refoulement matériel de l'idée de Freud. Alors évidemment, ça nous suggère toujours de revenir à cette idée initiale, à cette scène primitive, ou à cette idée primitive qui gérerait ou contiendrait en elle-même, en germe, quelque chose d'encore attendu aujourd'hui. Donc voilà. J'ai une petite question. Freud, quand il a énoncé cette théorie, on va dire, est-ce qu'il a conçu comme une théorie scientifique? Ah oui. Et donc, comment elle était vérifiable? Elle était vérifiable un siècle après. On découvre en effet. Voilà. Mais la découverte va... C'était une hypothèse, on va dire. Oui. C'était pas forcément une théorie scientifique. Il appelle Esquisse pour une psychologie scientifique. C'est le titre oui. Esquisse pour une psychologie scientifique, c'est le titre de l'article, le petit bouquin qui est publié à ce moment-là. Oui, absolument. Oui. Ce sont des études scientifiques. Oui. Avec une méthode scientifique. Mais il n'y avait aucun moyen de faire... il pensait avoir le moyen, précisément par l'analyse qu'il découvrait. Il pensait que la psychopathologie, la névrose hystérique, les phénomènes à travers les troubles du comportement, les troubles de la pensée, on croyait beaucoup à la télépathie à l'époque. Il pensait que ces phénomènes étaient substantiellement
des preuves, enfin des Oui. éléments, des critères scientifiques. C'était des éléments qui étaient soumis à une loi qui n'avait pas encore été découverte, on va dire. Comme la gravité dans les... Je pense que de Copernic à Newton, on n'avait pas vraiment découvert la gravité, on ne sait toujours pas ce que c'est, presque. Non, mais je crois qu'on oublie toujours que Freud a eu quand même, disons à la Sainte-Claire, eu tout un apprentissage de ce qui était le côté le plus scientifique à l'époque, des comportements avec des gens limites, d'où le truc de l'hystérie, etc., etc. Qu'est-ce qu'il fallait les enfermer, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Et je pense qu'on oublie l'importance qu'a eu cette première étape avec Pinel et les autres de travail, disons, d'essayer de mettre tous les fous, entre guillemets, en les enfermant à clé et puis qu'ils meurent tout seuls, et voir qu'est-ce qui se passe et quelles étaient leurs réactions, etc. Nous, on peut comprendre toute la partie, disons, pré-analytique de Freud, c'est-à-dire son côté scientifique par rapport à la science de son époque, et le saut qu'il a fait. Parce que sinon, on ne comprend pas très bien, parce qu'on a l'impression que ça vient de n'importe où. Ça vient d'un refus et d'une retransformation. Il a repensé, et si mes souvenirs sont trop vieux, avec Breuer et compagnie, c'était bien cette étape de la science qui était en question et qui est en plus corrélative dans une psychologie précognitiviste, si on peut dire, de toutes les expériences qu'on faisait avec les réactions sur les animaux, etc. Moi, je suis encore partie des gens qui allaient voir comment un crapaud sursautait quand on lui coupait certains trucs et qu'est-ce qui se passait. C'est-à-dire qu'il y avait tout un côté expérimental qui, après ça, est devenu que de la parole, constamment interprétée. Et le problème avec l'ami Lacan, c'était ça. Mais de toute façon, derrière Lacan, il y avait aussi le médecin. Derrière Lacan, il avait toute la phénoménologie, Jean-Houry, toutes les gens qui ont été en guerre, la question germanique par excellence. Donc les gens qui s'utilisent de Lacan, c'est la même chose. Freud a été positiviste, il a eu un problème à l'intérieur du positivisme qui on voit par les critiques de Popper, par exemple, parce que la question de la psychologie scientifique, elle va être développée parce que Freud n'assume pas qu'il a été expérimentaliste et qu'il va être par Ribot ici en France, comme la psychologie au Collège de France, qui développe toutes ces choses-là. La théorie du miroir, c'est le narcissisme, les mythes des narcisses, il est mal écrit, il est mal transformé, nos connaissances de la Grèce, ça ressemble de l'occultisme. Donc il y a plusieurs choses qui se passent autour de toute cette histoire. Ah, mais c'était bien, Freud ne travaille pas tout seul, il y a Monakov, il y a Weizsäcker, il y a plusieurs neurologistes, il y a Zondi, il y a des gens très très compétents, d'où Jung aussi, donc, qui travaillent ensemble dans des groupes qui sont souvent oubliés pour s'établir une sorte de dogmatisme social en réalité. Qui, je pense, peut-être dans toute cette histoire, d'une évolution, d'une métapsychologie d'une à l'autre, c'est que nous sommes ici dans une école qui est fondée sur une science nouvelle, une science positivisme, la question sociale, la sociologie, et je pense que nous sommes aujourd'hui pris dans un problème majeur, c'est que le social s'effondre. Et les gens ne savent pas quoi faire, en fait, parce que le social, qui a été quelque chose de très biologique, donc ça c'est la grande innovation de Freud, c'est de faire du psychosocial, qui a été aussi la grande escroquerie, quelque part. Mais de quelque manière, cette question sociale aujourd'hui, elle n'est plus capable d'avoir la gravité, la résistance, de tenir, d'avoir les liens nécessaires pour que les êtres humains, même dans un domaine, d'un code, d'un langage, arrivent à se comprendre entre eux. C'est très compliqué. Vous voyez déjà, par exemple, vis-à-vis ce que
Et en France, par exemple, dans une société moderne comme la société parisienne, on a, en même temps qu'il y a une évolution de la politique de la famille, il y a une opposition à cette évolution qui fait rétrograder ce qui est en train de se mettre en place. Donc ça veut dire que le social il se retrouve dans des positionnements qui sont très très compliqués, parce que je pense qu'il est dépassé par cette question cybernétique. Je pense qu'il est dépassé. Je pense que l'être humain, il a d'autres formes, d'autres moyens de communication, d'autres moyens de relations, des liens, qui aujourd'hui ne sont plus envisagés parce qu'on manque un peu de rêves, d'esprit scientifique de l'avenir qui est en train de s'instruire et qui fait que c'est très très compliqué. Les modèles de la représentation, les modèles politiques, les politiques deviennent tous des corrompus, tous des populistes en fait, parce que ce sont des employés de la représentation en réalité, avec un discours que c'est complètement absurde, parce que l'économie c'est une science, ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider à tort ou à raison d'aller à la droite ou aller à la gauche, c'est une chose qui est inscrite dans les temps, donc c'est la même opération par exemple qu'on fait avec la biologie, comme une chirurgie. Et la grande chirurgie freudienne, c'est la chirurgie esthétique. Parce que Flies, c'était un chirurgien du nez. Le nez, c'est très fort, donc il arrive à faire Marie Bonaparte. Elle est la première femme dans la modernité qui subit une chirurgie esthétique. Tiens. Oui. Donc, c'est la chirurgie de la libido. Oui. C'est surtout du sexuel. Hein. Oui. C'est des interventions sur le... Freud est passé par la masturbation qui a été mise en place en Angleterre pour solutionner la cause féminine qui était dans la bourgeoisie, qui était traduite comme l'hystérie. Et il passe un pas en avant en disant qu'il devait exactement réformer ou restructurer ou recoder la question de la réflexion corporelle, d'où la chirurgie esthétique. Mais Marie Bonaparte, je pense que c'était surtout la chirurgie de son clitoris et de son ce qui est très important, évidemment. Elle fait les seins aussi. Oui, important pour la compréhension de ce rapport entre la psychologie et l'image et ce qui n'a l'organe sexuel et ce qui n'a pas d'image. Est-ce que vous connaissez Vous savez que Lacan, je reprends là, je fais comme il faisait, mais s'est beaucoup servi de ce genre de trucs. Est-ce que vous savez ça? Vous savez pas? Non, mais moi le soir. Non, vous ne savez pas. Oui, mais Borromée, la cathédrale à Milan, Borroméo, le blason de la famille Borromée. Ah, ok. Oui. Ah. Et donc, alors ça c'est pas dans les écrits, justement, c'est ce qui est après la période des écrits. Et nous avons, alors, entre le souvenir et le neurone, oui, bon, c'est-à-dire que là, on a un neurone, on va dire, comme ça, et dedans, on a une image. Hein, si on peut dire, voilà un neurone chargé de... Cette chose-là est complètement fausse. Si on parle de neurone miroir, le fait qu'il n'y ait aucune charge, on va presque faire du musical là, attention là, parce que le fait qu'il n'y ait aucune charge dans un neurone, neurone oméga, exclut qu'il y ait quoi que ce soit qui passe dedans. Donc, le blason de la famille roméenne à Milan a permis à Lacan, qui a découvert ça assez tard, il a été informé assez tard de ça, a permis de modéliser, de même que là, on a quelque chose qui est assez matériel, là c'est plus de la... c'est-à-dire que dans ce neurone jaune, il y aurait le bleu. Mais dans le système borroméen, le bleu échappe au jaune, il n'est pas dans le jaune. Il n'est pas non plus dans le rouge. Et le rouge n'est pas dans le jaune non plus. C'est-à-dire qu'aucun de ces cercles
ne comprend un autre cercle de façon parano, comme si parano il y a quelque chose. Mais il est comment l'emblème de... C'est ça. Alors il se dessine comme ça. C'est un nœud. Alors, il y a un rond comme ça. Il y en a un autre qui va passer par au-dessus. Comme ça. Donc ils ne vont pas se couper. Ils sont simplement superposés. Et le quatrième, le troisième, donc va passer au-dessus de celui-là, en dessous de celui-là, de nouveau au-dessus, et en dessous. De sorte que, et ça se trouve dans le dôme, sur la cathédrale. C'est le blason de la famille borroméenne, c'est ce qu'on appelle le nœud borroméen, et qui est alors, qui a permis, donc ça c'est la suite de toute cette histoire de ces neurones chargés ou bas, des images qui sont temporairement inscrites dedans, et Lacan a estimé que ça c'était le début, c'était le complexe d'Oedipe, que c'était le départ de l'organisation sociale, où chaque humain ne s'identifie comme humain qu'à partir d'une image de l'autre, mais en même temps doit s'en distinguer, ne peut pas être identifié comme de manière paranoïaque à l'autre, et donc procède de ce type de nouage qui peut se retrouver là même, donc à plusieurs, si vous voulez. Vous pouvez le faire à 4, c'est possible, où là le bleu ne sera mis dans... Ça ne coulisse pas très bien parce qu'il y a de la colle mais on retrouve le même système à 4, à 10, à 1000, et finalement, c'est l'essentiel de la sociologie humaine, basée sur ces neurones miroirs, c'est-à-dire la réflexion d'autrui qui, en même temps, qui n'est qu'une image, si on peut dire, l'investissement d'autrui qui est attaché à soi-même libidinalement, mais en fait qui en est séparé, qui n'est pas confondu. Donc c'est la représentation qui est différente de l'image ou de ce qu'il appelle le réel dans ces exemples-là. Vous entendre, quand vous avez commencé ce schéma de Freud, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la théorie de la perception d'Épicure, parce que j'avais mémorisé avec grand plaisir les théories de la perception de l'Antiquité, mais celle d'Épicure me semblait vraiment extraordinaire et qui est, à mon avis, le fondement de toutes ces théories de neurones miroirs. Et ça s'explique de la façon suivante. L'homme perçoit parce que on voit, on va dire, parce que c'est de ses yeux se détachent des petites choses sans masse, justement, qui vont frapper contre celles qui se dégagent de l'objet qu'on voit. Et ça, c'est les eidolon, les idoles eidolon. Et donc, la rencontre entre ces deux des eidolons qui viennent de mon œil et l'eidolon qui viennent du livre orange que je regarde là, se rencontrent en cours de route, et ça me permet de voir. Donc il y a quelque chose qui se dégage de moi et quelque chose qui se dégage de l'objet. Et là, les neurones miroirs, ça me semble au plus haut point fonctionner selon cette théorie qui était naïve à l'Épicure, mais pas complètement erronée, parce que, voilà, par des élaborations multiples, on arrive à dire qu'il y a quand même une sorte de lien. Une continuité aussi dans de la pensée.
Oui. de cette pensée antique à la pensée moderne. Bon. Mais non, mais Et moi, le lien entre la perception et le entre cette théorie et la perception et ce genre de représentation de la perception neuronale, on va dire. Donc moi, il me semble qu'il y a un lien assez évident entre cette particulière théorie de la perception, je ne dirais pas les autres. Et je le confirme, si vous voulez. Vous verrez, alors là on entre un peu dans les détails dans ce modèle optique. La caractéristique de ce modèle optique, c'est qu'il n'est pas fixe. Donc nous avons ici celui que je vous ai décrit, qui est le modèle optique où on trouve ici ces deux objets, et le langage qui permet à ce cerveau d'identifier un autre qui est imaginaire, etc. Bon. Mais l'usage complet du modèle optique tient au fait que dans le système de Lacan, ce miroir plan ici, qui est en fait, par rapport à d'autres mythes, vous le reconnaîtrez, celui de la caverne, hein, avec les voix qui se réfléchissent, etc. Ce miroir plan joue de sorte qu'il pivote, qu'il devienne horizontal, et que ces deux choses ici puissent être revues dans le miroir à partir du moment où le sujet s'est porté ici, au lieu d'être là. Donc quand le miroir devient à plat, vous avez, à partir du même schéma ici, de cette même structure de base, ici, vous avez un autre point de vue qui est le point de vue que nous avons tous eu quand on était devant la pièce. Et Lacan appelle cette position du modèle optique, c'est le schéma de la psychanalyse, et celui-ci, il ne le nomme pas. Mais on peut y reconnaître, si on veut, évidemment la caverne, voire d'autres choses. Mais ça, c'est le schéma de la psychanalyse. Et alors, on retrouve ce que vous dites, c'est-à-dire que ici, vous avez un objet, comme ce livre, orange, que vous voyez, qui était imaginaire, en quelque sorte, et les particules que vous y aviez envoyées le réfléchissent d'une certaine manière dans votre cerveau, et ce point intermédiaire de rencontre, c'est ce miroir. Qui sont ces neurones miroirs qui sont entre les deux. Donc on retrouve ce modèle. On va faire un tour de table, voir s'il y a des questions, des choses qui vous semblent particulièrement ardues ou qu'on ne comprend pas. Professeur, vous pourriez simplement rappeler à quoi correspond chaque alpha dans le schéma? C'est pas des alphas, c'est des grenouilles, c'est des lieux. Sinon, on peut les appeler comme ça. Vous avez, ici, vous avez le sujet. C'est le sujet de la subjectivité. C'est pas le moi, hein, c'est qui se regarde dans le langage. Ici, vous avez le langage. Là, donc, si par exemple vous avez votre nom, vous allez vous imaginer dans le miroir. Dans le schéma initial, on peut appeler ça A'. Ici, vous avez, dans le fond de la pièce, enfin dans le fond cette chose réelle, c'est un objet c'est objectif. Alors, c'est la seule chose vraiment objective, c'est l'objet de la pulsion. C'est l'état substantiel de l'énergie, ici. Et là, vous avez quelque chose qui n'a jamais été nommé par Lacan, sauf l'inconscient, mais il laisse quelque chose d'obscur. Et je pense que précisément en introduisant la cybernétique, on y reconnaît l'intelligence artificielle ou l'appareil cybernétique. Et sinon, donc, c'est le sujet, l'idéal du moi, ou l'image du moi, et ici, la pulsion. Vous avez des choses comme ça, par exemple. Tout cela évoluant en fonction du système. Moi, j'aurais peut-être une question, mais c'est pas tout à fait notre sujet.
Mais ça me pose problème quand vous avez parlé des neurones miroirs tout au début. Donc ce que vous dites, c'est que celui qui agit et celui qui observe l'action vont avoir une zone dans leur cerveau identique qui va se déclencher. Mais imagine, je repars de ma formation, un meurtre. On est dans les bois, quelqu'un est ligoté, quelqu'un s'approche de lui et approche son poignard comme ça. Quelqu'un observe. Il y a le problème de l'intention. La scène est vue par un tiers. Voilà, la scène est vue par un tiers. Mais on va avoir un problème d'intention. Peut-être qu'en fait, il s'approche pour couper les liens. Bon. Qu'est-ce qui se passe Il y a un décalage dans l'intention. Il y en a un qui va, je ne sais pas, peut-être ressentir du plaisir et l'autre qui va être traumatisé. Pourtant, la même zone de leur cerveau va être déclenchée. Oui. Bon, mais ça, à la limite, c'est une conséquence, donc bon, c'est différent. Mais celui qui observe ne sait pas ce qui va se passer. L'intention n'est pas la même. Peut-être que celui qui observe pense qu'il va y avoir meurtre et celui qui agit veut libérer la personne. C'est la même question que je me suis posée. Mais oui, mais c'est pour ça que je suis bloquée là-dessus depuis le début de la séance, en fait, à cause de ce que tu as dit. En tout cas, vous aurez peut-être, dans les écrits de Lacan, parmi les premiers écrits, il y a la fonction de psychanalyse en criminologie. Donc ça vous intéressera peut-être, parce que c'est justement à l'époque où il étudie la base de cela qu'il va faire un essai sur ce que cette confusion psychique peut apporter en criminologie. Maintenant, je ne saurais pas plus répondre. Mais je vais lire le petit bouquin, ce que je trouverais. Je pense que vous faites une distinction morale entre la vie et la mort. Oui. Pour restructurer socialement une société qui ne se structure plus de cette manière, d'où les problèmes de la justice d'ailleurs. Parce que, par exemple, dans l'intention de donner la vie ou dans l'intention de tuer quelqu'un, les choses sont très très liées. Parce que vous êtes en train de séparer, par exemple, les images par un principe de finalité. Bon, prenons un chirurgien. Un chirurgien, il est censé donner la vie. Donc, il va faire tout. Oui, d'accord. Mais il peut faire une erreur, La mort, elle est impliquée dedans. Elle ne peut pas désinsérer. Ce n'est pas un schéma. Pourquoi? Parce qu'en fait, Madame Poser a raison de parler d'Épicure, on pourrait parler aussi des stoïciens d'ailleurs. La question qui se passe vis-à-vis de cette question du narcissisme, du miroir, de la libido, c'est que, à juste titre de l'écologie, c'est qu'on est dans la question de l'hypnose dans un système d'influence. Ça veut dire que le système identitaire de séparation des choses, de classification, d'autant plus dans la modernité actuelle, ou post-modernité, ne fonctionne pas, en fait. Parce que, par exemple, à l'époque de Pinel, c'était un médecin grec, il était hippocratique, donc n'a rien à voir avec l'idée qu'on fait de Pinel d'ailleurs, donc c'est complètement absurde. Comme que la traduction, c'était un médecin révolutionnaire, il parlait de l'aliénation mentale, que ça va lier à Gaëtan sur la question de l'automatisme. Il va donner jurisprudence sur la question d'une nouvelle loi vis-à-vis de l'intentionnalité de l'acte, qui va être bouleversée déjà par la question de l'inconscient. Parce que quelque part, de la façon qu'on peut avoir l'inconscient pour tuer, on peut avoir l'inconscient pour faire vivre, et quelque part, l'inconscient n'est ni même pour tuer, ni pour faire vivre. La personne, elle est dans une confusion mentale, terme qui a rempli la littérature du 19e siècle vis-à-vis des injustices, de toutes ces choses-là. Donc, parce que vous ne pouvez pas simplement dire qu'un pauvre, il a le même sens d'un crime qui, par exemple, un riche. Pourquoi? Parce que les conditions socio-économiques
vont influencer les conditions culturelles, les conditions psychanalytiques, les conditions d'illumination, de compréhension du code moral, va fonctionner complètement différent. Donc nous sommes en train de juger les gens dans une base d'égalité par rapport à des choses qui sont distinctes par un principe totalement imaginaire et artificiel, que la question elle est beaucoup plus complexe. Et ces choses aujourd'hui sont posées dans un sens, c'est qu'on va augmenter la marginalité chez les adolescents, chaque fois plus. D'ailleurs, Freud faisait un peu du Nietzsche, faisait un peu du futurologue à l'époque. Donc, tant qu'on revient sur la question de la perversion, du perverse polymorphe, c'est à la mode aujourd'hui à Paris, que les hommes sont des pervers ou des choses comme ça, parce que c'est un pouvoir masculin. Pourquoi ? Parce que la personne elle a un pouvoir du corps, un pouvoir technologique du corps, elle n'a pas l'âge, elle est aliénée par l'âge, elle ne peut pas répondre, elle va quand même continuer la peine après l'âge légal, donc elle paye pour son aliénation, sur son inconscient, sur les conséquences de ses actes. Vous voyez, des choses qui sont très très compliquées, donc vous avez raison. La question de la distinction par l'image, c'est une chose très très compliquée. On doit aller un peu au-delà, mais de quelle manière est-ce qu'on sort de l'image? Parce qu'on est toujours censé conceptualiser les choses. Parce qu'une personne, elle sauve la vie dans un moment X, et elle tue cette personne dans un moment 3X, par exemple. Vous n'êtes pas garanti de faire ce type de choses, ou comment les choses se passent, parce que la vie et la mort, elles se jouent toujours des circonstances. Il y a l'intention, moi c'est ça que... Alors, donc, moi je pense que, en fait, j'avoue que je l'ai parcouru rapidement le livre sur le neuromiroir. Mais ce que j'en avais tiré, c'est que, à l'état actuel de la question, on en est à l'étude des interactions simples. Hein. Donc, on n'a pas la possibilité à l'heure actuelle d'avoir un aperçu sur des phénomènes autant complexes. Hein. Mais que dans l'interaction entre deux personnes, il y a une configuration neuronale de la personne qui communique qui stimule la même configuration neuronale de la personne qui écoute, avec laquelle il interagit. Et alors, en fait, cette configuration, c'est celle qui génère, une sorte de possibilité de communication, parce que ces neurones, en même temps qui se configurent, ils produisent la réponse de celui qui entend. Et donc, il y a une sorte de communication au-delà de la communication verbale, ou bien, gestuelle, mimique, tout ça, qui se fait de façon, de façon cachée. Mais que, il y a une sorte d'influence neuronale qui se joue au-delà mais qui passe, pour le coup, qui passe à travers la communication vocale, gestuelle et mimique, parce que c'est à travers ça qu'on entre en communication. Donc, on est quand même dans un cercle, on tourne en rond, parce que la communication, de toute façon, ça se fait à travers la parole, la voix et tout ça. Ce qui est intéressant, ce qui était intéressant pour moi, de voir tout ce que nous avez raconté sur les antécédents de cette théorie, c'est que elles ont été postulées avant qu'elles puissent être expérimentées, et que apparemment l'expérience confirme le fait que, au-delà de ce qu'on peut, et qu'il y a plusieurs types d'expériences qui confirment qu'il y a des communications qui se font au-delà de ce qu'on a toujours considéré comme les véhicules normaux de la communication. Ce qui est crypté, en fait, c'est pas forcément question de cryptage, mais c'est question de décodage, en revanche.
c'est pas forcément quelque chose de traité, mais c'est quelque chose qui n'a jamais été pris en considération comme véhicule communicatif, et que là, petit à petit, ça commence à le devenir. Vous avez raison, mais la question de l'influence nous amène à une grande interrogation sur la question du dualisme dans les sociétés occidentales. Parce que ce système d'influence, en étant un système écologique, la question entre celui qui tue et celui qui est mort, cette différence, par exemple, elle va se voir et être comprise d'une manière beaucoup plus tragique à l'année grecque, qui véritablement va se fonder des bases d'une société morale ou d'un système de lois humaines. Ça veut dire que l'être humain, nous sommes dans une évolution qui, ce type du social, d'humanisme construit au XIXe siècle, en plein essor de toutes ces choses-là, donc ces corps de loi, ces corps politiques, ces corps de métiers, ils sont en train d'être bouleversés dans une vélocité absolument énorme, parce que la compréhension de l'intention humaine, parce que la question de l'intention, c'est une question de base pour la psychanalyse. Rousseau, il travaille sur l'intention tout le temps. C'est la base de la phénoménologie, Roussel. Donc, cette distinction, ce dualisme entre le sujet et l'objet, entre les moi et l'autre, il est actuellement, je pense, que bouleversé. Je peux parler, il y a un philosophe français qui a été un peu exilé de la France, qui s'appelle Giraud, qui a travaillé aux États-Unis et qui a pas mal travaillé sur cette question de l'image, de l'imitation, parce que ça c'est l'hypnose en fait. Les corps vous appartiennent, les corps m'appartiennent, tous les bouleversements du système de propriété. Donc, vous voyez que les avatars, l'image, le monde virtuel, la relativisation du corps face à la question du monde virtuel, les codes du langage, qu'est-ce qu'on permet, qu'est-ce qu'on ne permet pas, comment on applique, c'est de l'harcèlement, ce n'est pas de l'harcèlement. Les bases de la norme, je pense que aujourd'hui ont besoin d'une réflexion très approfondie de l'être humain. C'est pour cela que les sciences normatives comme les droits, elles sont un problème en ce moment. Alors, est-ce que tout le monde a signé sur le cahier? Florence, vous avez signé? Vous avez tout? Oui, parfait. Bon, merci. Merci à Mme Théo. Merci à tout le monde. Alors, si vous voulez prolonger le plaisir, on peut déjeuner ensemble. On ne défend pas cette discussion. Parce que la manière, par exemple, doit faire de manière la question des nerfs. Donc, en fait, on va déjeuner au Libanais que vous connaissez. Si quelqu'un veut se joindre, oui, dans ce cas, on va peut-être appeler le resto. Excusez-moi. Je suis absolument passionnée par ce qu'on a dit sur la conclusion virtuelle. Oui. Est-ce que je peux revenir à vous? C'est arrêté, Carole, tu l'as arrêté? Non, elle est en marche. Il faudrait l'arrêter. Oui, ah, c'est la caméra. La caméra. Si c'était possible de récupérer Oui, ce sera sur La vidéo? c'est pas possible de copier la